Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 28 avril 2020 et nous sommes confinés depuis 43 jours. Bienvenue dans À l'air libre. Je suis en compagnie de Fabien Escalona. Salut Fabien, comment vas-tu et quel est ton programme? Salut Valentine, eh bien écoute, dans la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser aux stratégies de déconfinement au-delà du cas français. La stratégie idéale, on va en discuter avec un biologiste, et puis les stratégies concrètes qui sont menées par nos plus proches voisins, les plus touchés par le coronavirus. L'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ce sont nos correspondants qui vont nous en parler. Et juste avant, on va justement s'intéresser au cas français, au plan de déconfinement en France. Dans la première partie, on va tout de suite revenir sur le discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale avec nos invités. Ils l'ont écouté. Les a-t-il convaincus ou pas? Ils nous diront. La Minute Détente est un morceau de piano offert par le virtuose Sofiane Pamar. On finira bien sûr, comme chaque jour sauf le lundi, avec les confinotes d'Usul et Cotentin. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. Alerte libre numéro 30, c'est parti. C'est le discours qui devait nous donner le plan de bataille pour sortir du confinement. Un discours très attendu qui a duré 1 heure pile, celui du Premier ministre Édouard Philippe devant les députés français. Il s'est achevé tout à l'heure à 16h06. Nos invités l'ont écouté. J'accueille Laurent Tinès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien au CHU de Besançon dans le Doubs. Laurent Brun, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CGT Cheminots. Alors à tous les deux, pour commencer rapidement, est-ce que le Premier ministre vous a convaincu? Laurent Tinès. Je ne sais pas de quoi il devait nous convaincre en fait. De quoi devait-il nous convaincre? Est-ce que le plan de déconfinement est suffisant? Nous convaincre peut-être que la reprise de la vie progressive est faisable selon les modalités qu'il a présentées, je dirais. Ben, je ne dirais pas, je placerai pas l'analyse dans ces termes-là. Moi, je n'attendais pas d'être convaincu par Monsieur Philippe ou pas convaincu. On attendait surtout qu'il nous donne des réassurances en fait sur les moyens qu'il allait mettre en place pour permettre ce déconfinement, parce qu'on a eu que des énonciations en fait de mesures qui vont se faire ou pas se faire en fonction du nombre de contaminés, pas de contaminés. Et d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Et en fait, on n'a toujours pas de réponse sur est-ce qu'on aura des vrais masques pour protéger les gens qui sont en première ligne. Et moi, de mon côté, je pense avant tout aux soignants. Et puis, est-ce qu'on aura des tests à grande échelle? Est-ce qu'on aura des mesures, on va dire, sanitaires pour isoler les cas qui sont avérés contaminés, etc., etc. Là, il nous a juste donné quelques mesures temporelles qui vont peut-être changer d'ici une semaine, 15 jours, on n'en sait rien en fait. Voilà. Alors, on va revenir en détail sur les tests, et les masques et l'isolation des patients testés positifs. Juste votre réaction, Laurent Brun? Oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont annoncées, donc il y a certaines options qui sont écartées du fait de ces décisions. Bon, ça précise un peu la situation du déconfinement. Par contre, on n'a toujours pas la réponse à la question centrale, c'est de quels moyens allons-nous disposer pour mettre en œuvre ces décisions. Et ça, pour le coup, c'est écarté, notamment sur la question de la distanciation sociale dans les trains, mais on aura probablement l'occasion. On va en reparler de la distanciation sociale dans les trains. Alors, je vais essayer de résumer les principales annonces d'Édouard Philippe. Pour l'intégralité, je vous invite à regarder cette heure de discours en replay sur les différentes chaînes qui l'ont diffusé. Mais en gros, Édouard Philippe a prévenu pas de déconfinement le 11 mai si les indicateurs sont mauvais. Il a annoncé la réouverture des commerces à partir de cette date, sauf les cafés et les restaurants, la réouverture des lieux de culture tels que les petits musées, les bibliothèques, mais pas les gros musées, les théâtres ou les cinémas. Il a parlé également de l'application de traçage Stop Covid qui passera par un vote du Parlement et un débat, mais quand elle sera prête, pas pour l'instant. Il a expliqué que la situation des cafés, des restaurants et les vacances seront réévaluées fin mai, que les plages restaient pour l'instant fermées jusqu'au 1er juin. Il a aussi parlé de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet et à venir une loi
qui sera voté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat pour mettre en œuvre les mesures nécessaires au déconfinement. Sur l'école, il a confirmé l'ouverture des maternelles et primaires à partir du 11 mai avec des masques pour les enseignants sur la base du volontariat. Le 18 mai, peut-être la réouverture des collèges avec masques obligatoires pour les collégiens. Et fin mai, une décision sur la réouverture des lycées, en priorité les lycées professionnels. Voilà pour le résumé uniquement. Laurent Tinès, est-ce qu'il y a là-dedans, et dans ce que vous avez entendu tout à l'heure, une annonce qui est bonne? Bon, moi, je suis un peu déçu de la façon déjà dont nos gouvernants parlent aux Français en général. On a encore une démonstration aujourd'hui avec un discours infantilisant, culpabilisant, disant aux gens que s'ils sont pas sages, s'ils restent pas bien gentils à leur maison, ben, ils vont être punis, ils sortiront pas le 11 mai, quoi. Donc, je pense pas que c'est comme ça qu'on établit un rapport de confiance et un rapport de responsabilisation en fait de la population. Voilà. Donc déjà, ça c'est une première chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on parle de déconfinement, mais on ne donne pas quels sont les moyens qui vont être mis sur la table pour faire ce déconfinement. Bon sang, ça fait maintenant 3 mois que l'épidémie est lancée. On a vu qu'il y a eu d'énormes problèmes d'approvisionnement de masques, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de stock qui avait été renouvelé et que le gouvernement avait été dans le déni et n'avait pas relancé la production ou la commande de masques au mois de janvier. Et maintenant, en fait, on court après les choses. Donc là, on est dans une situation où on voit bien qu'ils sont coincés à deux titres. Il y a le problème de l'économie et il y a le problème aussi de l'observation du confinement. Donc, ils essayent de trouver une issue en rouvrant les vannes le 11 mai, mais le problème, c'est que le 11 mai, on va rouvrir les vannes en laissant sortir les gens, en laissant sortir les enfants, sans moyen de protection efficace, puisque moi, j'entends bien les masques en tissu, ce sont des masques de dernière catégorie, en fait, qui ne vont pas vraiment protéger les gens de l'épidémie. On va faire comme si ça protégeait, mais au final, il y a des gens qui vont être contaminés. Et nous, on sait très bien comment ça va se traduire. Ça va se traduire avec un afflux massif de patients, de nouveau, dans nos hôpitaux. On sait très bien que mi-juin, fin juin, ben voilà, on risque de reconfiner parce qu'on n'a toujours pas de moyens pour protéger les gens dignement, en fait. Vous diriez qu'il faut des masques, concrètement, des masques FFP2 pour les gens? Bah, théoriquement, il faudrait déjà au moins des masques FFP2 pour les soignants. Moi, j'ai entendu M. Philippe qui réécrit l'histoire. En fait, nous, on ne le laissera pas réécrire l'histoire. Ça, il faut qu'il le sache bien. Maintenant, il y a 25 médecins qui sont décédés à l'heure actuelle. Et j'adresse un témoignage aussi de soutien à la famille du docteur Loupiac, qui est médecin urgentiste dans le Jura et qui est mort récemment du Covid-19, qui a été contaminé, qui s'était plaint de ne pas avoir des dispositifs de protection dignes de ce nom. Et on voit bien que les soignants ne sont toujours pas protégés dans certains endroits dignement. Et la population, oui, il faudrait le maximum de masques FFP2, mais au moins des masques chirurgicaux pour la population, parce que la plupart des masques qui vont être faits, c'est très gentil, fait par des courturières, fait par les gens eux-mêmes, c'est très bien, mais au final, ça ne protège pas vraiment contre la contamination. Donc c'est ça le problème. Alors justement sur ces masques, il y a eu beaucoup de choses effectivement qui ont été dites. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes excellentes faites par mes confrères sur Mediapart que je vous invite à aller lire sur effectivement les manquements et le mensonge d'État à ce propos. Édouard Philippe, sur les masques, a fait la déclaration qu'on va écouter et d'une certaine manière, c'est retranché derrière les scientifiques. On l'écoute. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété, et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. Alors, d'une certaine manière, il dit, c'est pas moi qui ai dit qu'il fallait pas porter des masques, c'est l'autre. Est-ce qu'il se dédouane ou est-ce que les scientifiques, il n'a pas écouté les bons? Enfin, comment vous accueillez ça? Et d'ailleurs, c'est pas le seul moment dans ce discours où il a dit les scientifiques avaient dit que, puis ils ont changé d'avis. Bon, moi je suis un peu abasourdi de voir ce discours. La conclusion, c'est qu'il ne fait pas bon être conseiller scientifique du gouvernement, en fait, parce qu'on voit bien qu'il se sert d'eux comme fusible.
Ce qui s'est passé concrètement, en fait, on voit très bien entre les lignes, c'est qu'il n'y avait pas assez de masques au mois de janvier, février et mars. Quand ils ont fait les premières commissions scientifiques, ils ont dit aux scientifiques, surtout, vous ne dites pas que les masques sont indispensables. Et maintenant qu'ils ont un peu renouvelé les stocks de masques, ils leur disent, vous pouvez dire que les masques sont importants pour protéger les gens. En fait, on voit bien, ils veulent toujours pas dire que c'est obligatoire, mais ça va quand même être obligatoire dans les transports, ça va être obligatoire pour les collégiens. Donc, il y a un moment, les masques, ils sont essentiels à la prévention de l'épidémie. Après, quand on se retranche derrière l'argument de mauvais usage des masques, moi, je vois en Corée, à Singapour, les gens sont pas plus bêtes qu'en France ou plus intelligents qu'en France. Ils savent mettre des masques. Donc, il suffit d'expliquer aux gens comment on les utilise, leur en donner suffisamment pour pas qu'ils se recontaminent en utilisant des masques usagés. Et puis, voilà, moi, je suis sidéré d'entendre M. Philippe dire on a dû gérer un risque de pénurie quand on sait les difficultés qu'ont les soignants, les médecins généralistes en ville, les médecins hospitaliers, tous les soignants des hôpitaux pour se protéger avec ces masques qu'ils n'ont jamais eu, dire on a dû gérer un risque de pénurie alors que la pénurie, elle est toujours effective en fait dans beaucoup d'endroits. Donc c'est un mensonge d'État. M. Philippe essaie de réécrire l'histoire en fait pour cacher ces manquements, ces manques de décision, ces manques de clairvoyance par rapport à cette pandémie. Alors, on continue avec comment dire, la façon dont les choses pourraient se passer à partir du 11 mai, s'agissant de la propagation du virus. Édouard Philippe donc, a annoncé un plan qui ressemble à la méthode sud-coréenne dont on a parlé ici dans L'air libre, le dépistage, puis le traçage et l'isolement des personnes testées positives. On l'écoute et on en parle. Dès lors qu'une personne aura été testée positive, nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation. Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent lieu à l'application correcte de la doctrine nationale. Pour la personne testée positive, de s'isoler chez elle, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, pour des raisons évidentes, ou bien de s'isoler dans un lieu mis à sa disposition, notamment dans des hôtels réquisitionnés. Ça ressemble vraiment donc à la méthode sud-coréenne. Est-ce que ça arrive un peu tard ? Bon, ça arrive très tard. Là, on est déjà 2 mois de retard sur l'épidémie. On voit qu'on a 15 000 morts de plus que l'Allemagne, alors qu'ils sont une population plus importante et plus âgée que nous. Encore une fois, il annonce des choses, mais il ne dit pas quels moyens vont être mis sur la table. On est habitué maintenant avec ce gouvernement à avoir des annonces comme ça futiles qui s'avèrent après au bout de quelques semaines que les tests ne vont pas être faits, il n'y aura pas assez de réactifs, il y aura les brigades du Tigre qui vont intervenir, ne vont peut-être pas exister. Quand il dit 700 000 tests par semaine, il détaille pourquoi 700 000. Bon, ça, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas au fait qu'il y aura bien 700 000 tests par semaine ? Je n'ai pas à y croire ou pas y croire. J'attends de voir en fait ce qui va se passer parce qu'on a tellement été déçus par les propos tenus depuis le début de cette crise qu'on attend les faits. Maintenant, M. Philippe peut parler, il peut réécrire l'histoire, mais les faits sont têtus. Je veux dire, on va voir dans les semaines qui viennent quels sont les moyens qui sont vraiment mis en place pour prévenir cette récidive pandémique. Bon, après, les épidémiologistes sont quand même très inquiétants sur ce qu'on a évité grâce au confinement, 60 000 morts. On aurait eu besoin de plus de 100 000 lits de soins intensifs réanimation pour accueillir les patients si on n'avait pas confiné. Donc là, si on réactive l'épidémie sans protéger les gens, sans pouvoir tester massivement, avec ou sans une application de traçage qui, à mon sens, n'a pas tellement fait ses preuves jusqu'à présent, on va relancer l'épidémie et puis on va retomber de nouveau, nous hospitaliers, dans le fond de l'abîme. Une seconde vague.
Laurent Brun, la question des transports est fondamentale pour se déconfiner, se déplacer, éventuellement aller au travail si ça doit être le cas, aller déposer ses enfants à l'école, enfin que sais-je. C'est au centre de tout et notamment en ville. On écoute Édouard Philippe à ce propos et je vous fais réagir. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus, et les opérateurs devront, au moins pour les 3 semaines à venir, s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières. Cela veut dire, par exemple, que la capacité du métro parisien sera réduite par rapport au nominal et drastiquement réduite par rapport à sa capacité normale. Qu'il faudra, par exemple, condamner un siège sur 2, favoriser par des marquages au sol la bonne répartition sur les quais, se préparer à limiter les flux en cas d'affluence. Les bus scolaires pourront circuler, mais avec la même règle du 1 sur 2, avec l'obligation de port du masque pour les chauffeurs et pour les écoliers à partir du collège. Le port du masque sera également obligatoire dans les taxis et les VTC qui ne disposent pas du système de protection en plexiglas. S'agissant des déplacements interrégionaux ou interdépartementaux, notre logique sera inverse. Nous voulons réduire ces déplacements aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux pour des raisons évidentes de limitation de la circulation du virus. Et les déplacements interrégionaux seront limités à 100 km. Laurent Brun, est-ce que ça vous paraît un bon plan s'agissant des transports ? D'abord, on mesure que l'école et les transports ne réouvrent que pour les jeunes. On voit bien que les arguments qu'on entendait précédemment sur le fait qu'il fallait permettre aux lycéens de préparer leurs examens, etc., la vie sociale, tout ça est tombé. On réouvre d'abord les maternelles, ce qui pour la préparation des examens n'est pas vraiment la priorité. On voit bien que c'est la garderie qu'on rouvre pour que les gens aillent au travail. Et les transports, c'est exactement la même chose. Donc, la première problématique qu'on a, nous, c'est quel est le sens de ces annonces. Ensuite, leur contenu, le maintien de la distanciation sociale dans les transports, ça va être considérablement compliqué à mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. Gare Saint-Lazare, qui est l'une des plus grosses gares de France, il y a 360 000 voyageurs par jour. Il y en a à peu près 30%, et ça c'est des études réalisées par les structures SNCF, des structures précises, 30% qui sont liés au tourisme, ça veut dire qu'il y a 250 000 personnes qui voyagent chaque jour pour une question de travail. Ces 250 000 personnes-là, première question, combien vont réellement reprendre le travail? On entend que le gouvernement lance des incantations, mais il n'y a pas vraiment de mesure de limitation de la reprise du travail. Donc on peut imaginer qu'une grande partie va reprendre, une partie a déjà repris, une grande partie va reprendre. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 250 000-là? Si on applique la distanciation sociale, c'est une place sur 2 qui est supprimée. Parce qu'une place sur 2, ça ne règle rien. C'est une place sur 4, voire une place sur 5. Si on veut être à au moins 1,50 m, parce que là aussi, on entendait 1,50 m, puis maintenant, comme on parle des confinements, on entend 1 mètre de distance, bientôt ce sera 50 cm. C'est quand même pas très sérieux. Donc c'est une place sur 4 probablement qu'il faut maintenant, et donc une capacité d'un quart dans des situations extrêmement complexes. Comment on fait à la gare Saint-Lazare? On filtre les gens. Ceux qui n'ont pas le droit de prendre le train, on en fait quoi? On les refoule. Vraiment, c'est très compliqué. Sachant qu'en plus, on ne sait pas si on aura vraiment les effectifs pour réaliser ce filtrage, cette gestion des flux, etc. Et puis je reviens sur la question des masques. Pour nous aussi, c'est une question centrale. Les cheminots étaient extrêmement mécontents au lancement du confinement sur la manière dont ça a été géré, parce que ça a été le capharnaüm. On l'a globalement excusé parce que c'était la surprise, on va dire, de l'événement. Nous ne voulons pas que le même bazar se reproduise au moment du déconfinement, notamment sur la question des masques. Moi, je note que Édouard Philippe n'a à aucun moment fait référence au FFP2. Il a parlé de masques chirurgicaux et il a parlé de masques grand public artisanaux, et pas de FFP2. Or, moi, si je reviens à ça, si on a des difficultés à appliquer la distanciation sociale, s'il y a une grande masse de gens qui se déplacent dans les gares et donc fatalement dans les trains, nous demandons à ce que les usagers et le personnel puissent avoir ces masques-là. Et alors, bien sûr, évidemment, en les prenant aux soignants, hein, il faut évidemment les soignants. Il en faut plus. Mais en plus, voilà, il y a 3 mois du confinement des Chinois, on pourrait se dire quand même que normalement, on devrait les avoir.
Je précise que les cheminots, au début de la contamination, les premiers mois, les trains ont continué à rouler. Il y a eu 8 fois plus de cas reconnus dans la population cheminote que dans la population générale. Parce qu'évidemment, quand on est en contact de la masse, on est contaminé, comme les soignants. On ne veut pas revivre ça. Et quand vous avez entre 300 et 1000 personnes par train, bon, voilà, il faut vraiment que les gens soient protégés et les salariés aussi. Alors, le message qu'on retient, c'est ça, c'est que les salariés et les voyageurs soient protégés. Un dernier mot, chacun de vous. Je constate, je conclus donc sur le fait que vous n'êtes pas du tout, n'avez pas eu les assurances et les garanties que vous attendiez. Donc, si vous aviez un rapide message à faire passer au gouvernement, vous diriez quoi? Laurent Brin d'abord. La logique, ce serait d'abord concerter, mettre en place des solutions avec ceux qui maîtrisent le travail et mettre en place les moyens, puis ensuite décider le déconfinement. Face à ce gouvernement, on a le contraire, c'est-à-dire qu'on a des oukases qui sont lancés par les décideurs politiques, puis ensuite on doit débrouiller avec ça. Donc le message, c'est changer de méthode et apprenez un peu la planification plutôt que le fanatisme autour de l'initiative individuelle et les masques personnels. Merci. Laurent Tinès. Moi, le sentiment ce soir, c'est que j'ai l'impression que nous ne sommes toujours pas prêts, au bout de 3 mois de pandémie en France, à gérer la crise, et que là, le gouvernement se retrouve acculé à fixer une date aléatoire de déconfinement pour lâcher un peu la pression sur l'économie, sur la population. Mais nous, ce qu'on aurait aimé ce soir, c'est entendre M. Philippe nous dire, ben voilà, on a pris les choses en main, on va avoir des millions de masques FFP2 pour donner aux soignants déjà en première ligne, et puis ensuite, effectivement, des populations qui sont très importantes, comme les cheminots, les transporteurs, les livreurs, etc., qui font vivre l'économie et qui nous aident à subsister. On aimerait aussi qu'ils nous disent combien de tests exactement et où va-t-il avoir les réactifs, quelle quantité de réactifs, qu'ils ne nous lancent pas des chiffres comme ça, qui sont des vœux pieux, mais qui ne vont jamais voir le jour. Et puis, moi, j'ai un autre problème en tant que soignant, c'est qu'on nous parle vraiment aussi des pénuries de produits anesthésiques, que ce soit les curares, que ce soit les médicaments d'anesthésie générale, parce que ça, c'est quelque chose qui va émerger dans les semaines qui viennent si on ne résout pas l'approvisionnement ou la production de ces produits, parce que ça voudra dire qu'on ne pourra non seulement plus prendre des patients qui ont le Covid en réanimation, mais on ne pourra plus opérer aussi les gens qui ont des chirurgies, ne serait-ce que vitales ou cancérologiques. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, de lancer des chiffres comme ça sans que ça se traduise par des actes. Et moi, ce soir, je reste pleinement inquiet sur le devenir de cette crise, en disant qu'on ne pourra pas, en l'état actuel des choses, là, au jour où on parle, à l'heure où on parle, on ne pourra pas encaisser une deuxième crise, un deuxième pic épidémique comme le premier, sans que ça se termine de façon dramatique. Alors, qu'il apporte des réponses précises et que ça se traduise par des actes précis dans les jours qui viennent sur les questions que je viens d'évoquer. Des réponses précises. Merci à tous les deux. Laurent Tinès, vous êtes neurochirurgien au CHU de Besançon dans le Doubs. Laurent Brin, vous êtes secrétaire général de la CGT Cheminots. Merci à tous les deux et à bientôt. N'hésitez pas, je le précise ici, à aller lire sur mediapart.fr notre édition spéciale sur ce discours d'Édouard Philippe qui a mobilisé toute la rédaction. Il compose pour Vlad et Kerry James aujourd'hui. Il est dans À l'air libre. La minute détente est une minute musicale par un virtuose de 28 ans, le pianiste Sofiane Pamar. Il joue Medellín, un titre de son album sorti en novembre dernier.
comment faire pour déconfiner? La question ne se pose pas qu'en France, elle se pose pour plein de pays. On va en parler avec nos correspondants pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, pour voir comment font nos voisins. Mais auparavant, je reçois Éric Muraille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes biologiste, immunologiste et vous publiez assez régulièrement des contributions sur un site qui s'appelle The Conversation, qui rassemble des contributions de scientifiques sur tout un tas de sujets, et y compris sur le Covid, bien entendu, vu l'actualité. Euh, une question pour commencer, aux biologistes, immunologistes que vous êtes. On sait que pour que le déconfinement se passe bien, il y a l'enjeu de maintenir des comportements de distanciation sociale, ça on a bien compris, mais il y a aussi cette fameuse question des tests. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Béotiens dont nous sommes beaucoup à être, quels sont les deux grands types de tests et pourquoi ces deux grands types de tests sont complémentaires? Pourquoi ils sont importants tous les deux et pourquoi il n'y a pas de substitution de l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'ils mesurent? Alors actuellement, il y a énormément de tests. Il y a plus de 200 tests qui sont homologués au niveau européen, donc c'est assez complexe quand on entre dans le détail. Donc ici, je vais prendre juste les deux grandes catégories. Il y a les tests qui détectent la présence du virus. On peut le détecter par la présence de l'ARN ou par la présence de ces antigènes protéiques. Il y a une autre catégorie de tests qui va mesurer la réponse immunitaire, notamment par la présence d'anticorps dans le sang. Donc il y en a Et un donc, qui mesure si on a le virus et l'autre si on l'a eu. Alors, c'est un peu compliqué. C'est si on l'a eu, mais on peut encore l'avoir. En fait, c'est une des choses que nous recommandions, c'était de faire ces deux tests en parallèle. Parce qu'étant donné que les anticorps se développent entre 10 et 20 jours après le début de l'infection, et que l'infection peut durer une vingtaine de jours, parfois 30 jours chez certaines personnes, il y a un chevauchement, et donc on peut avoir des individus qui ont les anticorps mais qui ne sont plus infectés, ou des anticorps qui sont des individus positifs au test sérologique mais qui sont encore contagieux. Donc sur base d'un seul test, en fait, on ne peut pas véritablement classer les gens de manière efficace. D'accord, donc les deux sont complémentaires pour le même individu, en fait. Oui. Dans un monde idéal, il faudrait faire les deux en parallèle à chaque fois. D'accord. Et alors, dans un monde idéal, est-ce qu'il faudrait aussi tester tout le monde, c'est-à-dire y compris les gens qui n'ont pas de symptômes apparents, hein, ce qu'on appelle les gens asymptomatiques? On sait que le président de la République en France nous a dit que ça n'aurait pas de sens de les tester. Alors, ça aurait peut-être un sens dans l'absolu. On imagine que ça n'a pas de sens pour lui dans la mesure où on est un peu limité en quantité de tests. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez de votre côté? Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de limite au niveau du nombre de tests. Actuellement, si je prends par exemple la Belgique, où on est 11 millions d'habitants, pour tester tout le monde en 3 mois, il faudrait une capacité de test de 100 000 tests par jour. On n'est même pas à 10 000. Donc, tester tout le monde, c'est même pas la peine d'en discuter, on ne pourra pas le faire. Donc, ce que nous avions proposé il y a déjà un petit mois, c'était d'axer les tests sur les services essentiels. Donc, évidemment, les hôpitaux en première position et également tous les gens qui étaient restés en activité et qui avaient continué à avoir un risque à la fois de dissémination et d'infection. Et en parallèle à ça, d'essayer de faire des tests aléatoires dans la population de manière régulière pour en fait mesurer à la fois le niveau d'infection, éviter un pic et anticiper au niveau des hôpitaux, et mesurer l'évolution de l'immunité collective, qui est très importante pour la suite. Alors, cette question d'immunité collective, on va en parler. On va voir s'afficher à l'écran justement un article que vous avez co-signé avec d'autres collègues dans lequel vous proposiez une sorte de stratégie type idéale justement pour déconfiner, c'est-à-dire à la fois la reprise de l'activité économique et en même temps la prudence sanitaire. Et l'usage de ces deux types de tests dont on vient de parler, pour vous, il devait aboutir à faire revenir au travail des gens qui étaient déjà immunisés. Donc on voit bien que ça réduit les risques. Est-ce que ça... Oui, tout à fait. Donc même si on a en fait une incertitude concernant la protection conférée par l'immunisation en tant que telle, à l'époque où nous avons écrit, voilà, on ne sait pas quelle est la qualité et la durée de cette protection. Mais alors justement, cette stratégie-là de remettre au travail les gens immunisés, on voit peut-être qu'aujourd'hui, elle a des limites, puisqu'on estime, oui, tout à fait. Là je parle pour la France, qui est le cas que je connais le mieux, qu'il y aurait 5,
grand maximum 10% des gens Oui. qui auraient été contaminés. Donc là, À la base, en fait, nous avions estimé la progression de l'épidémie sur base des épidémies de grippe, mais qui ont toujours évidemment lieu sans confinement. Et donc, nous avions, entre guillemets, espéré un taux d'immunité collective plus élevé qui aurait permis, entre guillemets, une remise au travail d'un nombre important de travailleurs. Donc, remettre effectivement au travail ceux qui ont fait l'infection, qui ne sont plus contagieux et qui potentiellement seraient protégés, évidemment, c'était l'idéal. Mais si ça se limite à quelques pourcents des travailleurs, effectivement, ce n'est pas suffisant pour faire repartir l'économie. Donc ici, le principal challenge, quelque part, c'est d'arriver, puisqu'on ne disposera pas de vaccin avant au moins 1 an et demi, on n'a pas de traitement spécifique. Donc la seule manière à terme de contenir cette épidémie, c'est l'immunité collective. Et donc pour la constituer, la seule voie qui s'offre à nous, en fait, c'est d'ouvrir le robinet progressivement et de faire en sorte qu'un nombre progressif d'individus soit infectés, suffisamment pour constituer cette immunité dans un délai raisonnable, mais pas trop pour éviter de saturer les hôpitaux également. Je crois que ça résume plus ou moins l'objectif principal et également le problème de ne pas ouvrir trop vite le robinet et de ne pas avancer en fait à l'aveugle. C'est surtout ça le d'accord, donc une problème. démarche très très progressive, mais qui devrait éviter, certains parlent de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire un confinement en accordéon, c'est-à-dire des périodes où on serait à nouveau reconfiné, ce serait pas terrible quand même, Non, surtout, notamment pour des raisons psychologiques. Oui, parce que ce seraient des messages contradictoires et les gens ne sauraient plus, entre guillemets, sur quoi se baser finalement pour agir. De toute façon, il est clair que sur le très long terme, le confinement n'est pas une solution. Socialement, ça ne sera pas tenable. Et il y a forcément un moment, je dirais, où toute une série de paramètres économiques seront rouges et risquent en fait de faire augmenter la mortalité pour d'autres types de pathologies. Parce que par exemple, on a postposé tout ce qui était tests et autres. Il ne faut pas qu'en fait, en économisant entre guillemets des vies pour le coronavirus, on ait une augmentation de la mortalité, par exemple pour les cancers ou pour d'autres types d'infections. On ne gagnerait rien à cette stratégie-là. Alors, dans cette idée de rouvrir progressivement le robinet, pour reprendre votre image, il y a la question des écoles qui est très débattue avec des stratégies différentes selon les pays. On ne va pas se prononcer je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur des cas particuliers, mais pour vous, la condition pour rouvrir les écoles, les conditions sanitaires, quelles seraient-elles? Donc l'idée de rouvrir les écoles, la réflexion de base, c'était que les plus jeunes ont l'air d'être les moins atteints, en tout cas au niveau des symptômes. Donc c'était assez logique, quelque part, de penser à d'abord réouvrir les écoles. Maintenant, le principal problème, c'est tout l'environnement des étudiants. Donc évidemment, les professeurs qui peuvent être âgés, les parents également. Donc ce que nous avions proposé, si on rouvrait les écoles, c'était de rouvrir les classes les plus jeunes, parce que généralement les parents sont jeunes également, ça limitait déjà les risques. Et alors évidemment d'avoir un suivi qui soit très très attentif, un suivi constant par des tests au niveau des professeurs et au niveau de l'entourage des étudiants. Maintenant, c'est très difficile visiblement à réaliser ce type de choses. Et en tout cas, on voit bien que tout repose sur ces fameux tests dont on a parlé en début d'entretien. Les tests, en fait, ne sont pas tellement limitants. C'est vraiment l'organisation des tests et leur disponibilité qui pose problème. Techniquement, en fait, ces tests ne sont pas plus mauvais que pour d'autres pathologies. On les a beaucoup critiqués en disant qu'ils n'étaient pas parfaits. Une efficacité, par exemple, de 70%. Et vous avez également ça pour les tests de la grippe. Donc, je dirais, on travaille avec un niveau de détection qui n'est pas très différent de ce qu'on a pour d'autres pathologies. C'est le nombre d'individus à tester et l'organisation, en fait, qui pose problème. Donc, la question logistique, en fait, c'est surtout ça. Oui, tout à fait, c'est ça. Écoutez, je vous remercie pour ces éclaircissements, ces explications. Éric Murail, vous êtes biologiste, immunologiste, je ne l'ai pas mentionné, à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, on peut vous lire régulièrement dans The Conversation. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Au revoir. Merci et on retrouve tout de suite nos correspondants. Quelle stratégie... je recommence.
Quelle stratégie ont choisi nos voisins? On en parle avec 3 correspondants de Mediapart. On va retrouver dans un instant Cécile Debarge qui couvre l'actualité italienne, Thomas Schnee qui couvre l'actualité allemande pour Mediapart. Mais on va démarrer avec Laura Guien qui couvre l'actualité espagnole pour sa part. Laura, on va regarder quelques images tournées en Espagne pour couvrir un événement incroyable, la sortie des enfants dans les rues. Ils attendaient ça depuis des semaines, les parents et surtout les enfants. Pouvoir sortir marcher, jouer, faire du vélo, 1 heure par jour seulement et en ne s'éloignant pas de plus d'1 kilomètre de la maison. Mais c'est déjà ça. À Madrid ce dimanche, c'était un peu la libération. Très bien, Laura. Ces images nous rappellent que le confinement était beaucoup plus strict en Espagne qu'en France. Est-ce à dire que le déconfinement qui s'amorce en Espagne, finalement, va les rapprocher de la situation qu'on est en train de vivre en ce moment en France? Oui, alors en réalité, le déconfinement s'est légèrement assoupli, comme disait le reportage avec la sortie des enfants, dimanche dernier. Donc là, à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore à notre stade, puisque ce qui est autorisé, c'est uniquement d'aller faire des courses de première nécessité, comme nous, mais également de sortir les enfants. Si tout va bien le 2 mai prochain, si les chiffres continuent de baisser, Pedro Sánchez a annoncé que les gens pourront sortir faire du sport comme nous et donc se promener. Donc le 2 mai prochain, on pourrait arriver finalement à la situation que nous, on vit depuis le début du confinement. Donc c'est dire si ça a été strict, c'est-à-dire que là, ça fait quand même 6 semaines que les gens ne pouvaient absolument rien faire à part sortir, aller à la pharmacie et promener le chien. Bon, c'était une des limites autorisées. Après, au niveau de la décélération, pour l'instant, ça devrait être décidé cet après-midi, même, enfin mardi après-midi. D'accord, donc aujourd'hui, à l'heure Aujourd'hui. où on se parle, puisque l'émission est enregistrée pour le soir même. Sur les activités, il y a eu quelque chose de très strict sur les activités économiques qui avaient le droit de continuer. Là, quel est le calendrier approximatif pour permettre à des activités non essentielles de reprendre? Les activités non essentielles, c'est encore en discussion. Il n'y a pas eu réellement de calendrier amorcé, ça devrait être précisé incessamment. Tout ce qui est essentiel, en fait, enfin tous les commerces, ce genre de choses, ça a été repris en avril, mi-avril. Il y a beaucoup de pression de la part du patronat et des organisations pour réouvrir les services, en fait, parce que, bon, bien entendu, l'Espagne est énormément touchée par rapport à son économie qui repose essentiellement sur le tourisme et des offres de services. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de pistes à annoncer. Pedro Sánchez a dit que le plan de déconfinement serait prudent. Donc, je ne pense pas que ça se fasse rapidement non plus. Ils ont déjà prouvé qu'ils avaient été stricts, donc voilà. Très bien, la transition est toute trouvée avec l'Italie. Je retrouve Cécile Debarge. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'Italie a connu, elle aussi, un des confinements les plus stricts d'Europe. Giuseppe Conte, c'est le président du Conseil italien, a annoncé une phase 2, mais de ce qu'on voit, de ce à quoi elle va ressembler, ça va être également très progressif, avec vraiment des mesures étalées sur des semaines et des semaines. Ouais, voilà, je pense que plutôt que de parler de déconfinement, le terme de phase correspond bien mieux à ce qui attend l'Italie, avec 4 moments clés. Le premier, le début de la phase 2, c'est ce lundi 4 mai, et ensuite, tous les lundis, pendant 2 semaines, on aura des assouplissements successifs. Donc le 4 mai, on a une partie de l'économie qui pourra repartir, 700 000 travailleurs qui pourront utiliser de nouveau les transports publics, ce qui est un véritable enjeu, puisqu'on sait que c'est des endroits où le risque de contamination est extrêmement fort. On aura aussi la possibilité de rouvrir les parcs.
Et puis, je regarde parce qu'il y a plein de règles différentes. Les déplacements entre les régions, en revanche, restent interdits. Ça va être un des gros enjeux du déconfinement italien, faire en sorte que l'épidémie qui est restée relativement localisée dans le nord le reste, alors que dans le sud, on a déjà des endroits où il n'y a plus aucun cas de contagion. Je pense à Naples, par exemple, où en 24 heures, aucun nouveau cas de contagion n'a été déclaré déjà le 20 avril. Donc là, on est quand même une semaine plus tard. Voilà. Ensuite, le 18 mai, petit à petit, d'autres activités seront réintroduites. Les commerces notamment, les musées, les bibliothèques, les activités en plein air, les entraînements de groupe. Et puis, c'est simplement le 1er juin que les restaurants et les bars pourront rouvrir. Tout ça se fera avec le port du masque et avec des mesures de distanciation physique qui devront être maintenues. On a une entreprise milanaise, par exemple, qui a proposé, qui a développé un modèle avec des poids qu'on pourrait mettre un petit peu partout dans les zones d'espace public et partagé pour que les gens sachent quand les poids sont verts, jaunes ou rouges, ça veut dire qu'ils se trouvent à la bonne distance ou pas. Évidemment, la situation est encore hyper fragile. Le message a été clair, c'est que la marge de manœuvre est extrêmement réduite en Italie jusqu'à présent, donc pas de déconfinement rapide ou brutal. D'accord, donc une stratégie par cran, en quelque sorte, tous les 15 jours. On va retrouver Thomas Schnee en Allemagne. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors là, la situation est un peu différente puisque par rapport à la France, le confinement a été plus souple, plus doux en Allemagne. Pour autant, il y a un débat qui a l'air de monter ces derniers jours qui oppose un peu les tenants de la très grande prudence et d'une stratégie justement très progressive comme on vient de le décrire avec Angela Merkel plutôt de ce côté-là et puis les autres, comme tu le racontes dans un papier sur Mediapart, on va le voir s'afficher, hein, les autres, notamment des libéraux, des milieux économiques, qui poussent pour une reprise plus rapide de l'activité économique dans son fonctionnement ordinaire, si je puis dire, si ce mot-là a encore un sens. Alors, la situation en Allemagne actuellement, c'est que on a eu un confinement beaucoup plus agréable, entre guillemets, qu'ailleurs en Europe. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe, c'est le pays où ça va bien, sauf que avec la fermeture, enfin l'arrêt partiel, mais quand même important de l'économie allemande, la situation commence à péricliter. Et effectivement, il y a ce débat de plus en plus fort pour relancer la machine. Donc le 15 avril dernier, il a été décidé de commencer à réouvrir les magasins, de relancer les entreprises qui étaient arrêtées avec, dans tous les cas, des mesures de précaution, de distanciation sociale, etc. Et forcément, même si le confinement était plus agréable, moins difficile, disons, en Allemagne, les gens ont envie de sortir, les enfants en ont marre d'être à la maison, et il y a vraiment un gros débat qui se développe, à la fois une poussée des milieux économiques qui disent que maintenant on a atteint un point où il va falloir choisir entre détruire complètement son économie ou pas, et puis un débat, une poussée de la société civile qui aussi en a marre, qui aimerait bien déconfiner, quoi. Alors, est-ce que ça se cristallise un peu sur la question des écoles, puisque si j'ai bien suivi, aujourd'hui était un jour de reprise, en tout cas partielle, dans les établissements scolaires? Alors, effectivement, le préalable au redémarrage de l'économie, c'est de libérer une partie des parents qui sont à la maison et sont obligés de s'occuper de leurs enfants. Donc, il y a une reprise de l'école progressive. La semaine dernière, c'était les bacheliers qui passaient leurs examens d'Abitur. Cette semaine, on a les troisièmes qui reprennent, et la semaine prochaine, les CM2 qui vont reprendre. Hein, donc, en fait, on a les différents niveaux de l'école qui reprennent progressivement, et on s'aperçoit que ça va poser d'énormes problèmes
parce que accueillir quelques classes en divisant les groupes, en définissant des zones de protection, etc., ça va aller, mais quand il s'agira de remplir toute l'école, en fait, ça ne sera pas possible. Alors, on évoquait avec Thomas à l'instant le débat qui monte en Allemagne avec des avis assez contrastés. Je me tourne vers Cécile et Laura pour savoir en Italie et en Espagne respectivement, qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est plutôt un consensus derrière la décision politique ou est-ce qu'il y a des tensions très fortes, que ce soit dans le champ politique ou dans la société? Peut-être qu'on commence avec Cécile, puisque finalement c'est l'Italie qui a été pionnière en quelque sorte dans le confinement. Alors, on retrouve en Italie les mêmes débats que ceux qu'évoque Thomas. Je dirais qu'on a 3 résistances principales. La première, elle va vous sembler anecdotique, mais elle vient de la part des évêques et de l'Église italienne qui contestent la décision de ne pas autoriser de nouveau les messes. Ça peut paraître un petit peu un détail, mais ça n'en est pas un en Italie. Or, c'est un lieu d'agrégation et donc les activités sont suspendues. Sur la question du travail, là, évidemment, on a les 3 gouverneurs de Vénétie, de Ligurie et de Lombardie, donc dans le nord du pays, qui est la région la plus touchée par l'épidémie de Covid-19, qui font un peu front debout contre la décision de Giuseppe Conte de ne pas rouvrir immédiatement toutes les activités, parce que pour eux, c'est bien trop pénalisant. Ils ont été soutenus par Salvini, Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue, et puis par Giorgia Meloni de Frères d'Italia, voilà, donc Frères d'Italie, pardon, donc l'extrême droite dans le pays. Ça s'est apaisé assez rapidement. Et puis le troisième contestataire le plus violent, on va dire, c'est Matteo Renzi, qui demande à ce que les nouvelles décisions soient transformées en décrets. Ça veut dire qu'elles puissent ensuite aller au Parlement et être votées. Et pour lui, alors ce qu'il critique beaucoup plus que les décisions en elles-mêmes, c'est la manière de laquelle elles sont prises. Il dit que ça doit faire l'objet d'un débat parlementaire et qu'on ne pourra pas éternellement gouverner l'Italie avec des décrets qui viennent du pouvoir exécutif. Très bien, donc celui qui voulait mettre à la casse la vieille classe politique eh bien, se réinvente en chantre du parlementarisme. Tout ça est intéressant. On va retrouver Laura pour la même question en Espagne. Oui, alors en Espagne, les critiques sont essentiellement portées, bien entendu, par l'extrême droite et la droite conservatrice du Partido Popular. C'est plus des réactions, on va dire des réactions à tout ce que fait Pedro Sánchez. Il va y avoir une critique, voilà. Mais derrière ça, il y a quand même un consensus généralisé sur la prudence. Ce qu'on a vu dernièrement, surtout, ce qui est intéressant, c'était de voir que la coalition des socialistes et de Podemos au pouvoir tient malgré cette épreuve qui est quand même assez complexe à gérer. Du coup, ça a même rapproché en fait Pablo Iglesias, qui est donc vice-président, ainsi que 4 autres membres de l'exécutif. Ça l'a beaucoup rapproché des décisions de Pedro Sánchez. En fait, les 2 hommes se parlent beaucoup plus depuis qu'il y a cette crise. Iglesias fait même partie du comité, maintenant, du comité de décision qui se réunit tous les jours. Ce n'était pas le cas au tout début de la crise. Là, il y a eu vraiment un rapprochement au sein de la gauche espagnole. C'est notamment pour faire un peu front aux critiques, notamment de l'extrême droite et de Vox. Il y a eu une vraie levée de bouclier. Dernièrement, ça s'est illustré par cette actualité dont on parlait au début, de la sortie des enfants et de la sortie des gens. Il y a eu des images qui ont été réutilisées de promenades où on voit beaucoup de parents avec les enfants. Et il y a eu énormément aussi de fake news qui sont passées dans ces réseaux-là pour dire que c'était irresponsable. Donc, il y a eu des fausses images, des images
de manifestations qui n'avaient aucun rapport. Et puis, il y a derrière ce discours de dire que voilà, c'est trop laxiste. Mais face à ça, comme je disais, la coalition tient. D'un autre côté, il y a, je pense aussi, par rapport à ça, il n'y a pas d'autres possibilités à l'heure actuelle. Sanchez sait très bien que si il se tourne vers Ciudadanos, c'était à un moment donné une possibilité de gouvernement, ça ne tiendra pas. Ciudadanos lui-même n'a pas envie de pacter avec Sanchez parce qu'il sait qu'il perdrait des voix vis-à-vis du PP et de Vox. Donc en fait, tout le monde est quelque part bien à sa place dans ce jeu politique-là. C'est la guerre des positions. Je me retourne vers Thomas et puis je vous redonne la parole à toutes les deux dans la foulée, puisque la question est la même. C'est au fond, comment se prend la décision en France? On commande beaucoup les rapports entre le gouvernement, le conseil scientifique, les tensions éventuelles au sein de l'exécutif. Donc, comment se prennent les décisions avec les autorités médicales, scientifiques? Thomas, je te pose la question avec cet ajout qu'en Allemagne, il y a une distribution de compétences assez claire avec les Länder qui ont des fortes compétences sur la gestion de l'épidémie. Alors, la situation en Allemagne, c'est un mélange de très organisé et de un peu chaotique en apparence, c'est-à-dire que le pilotage se fait à la chancellerie fédérale, hein, c'est le gouvernement fédéral qui pilote les grandes orientations, mais qui les discute à chaque fois avec les 16 Länder, les 16 régions et les 16 ministres-présidents, puisque que ce soit pour la lutte contre les épidémies, que ce soit pour l'éducation, pour la police, tout ça, c'est des domaines qui sont en fait réservés, ce qu'on dit, on appelle ça comme ça, réservés aux Länder, qui ont la main haute dessus. Donc, le dialogue est obligatoire pour aboutir à une décision. D'abord, sur le plan sinon, à côté de ça, il y a des organismes que l'on a du mal à voir vu de France, c'est-à-dire que il y a une conférence des présidents d'université au niveau fédéral. Il y a une sorte de commission des ministres de l'éducation, des Länder. Donc, il y a quand même des niveaux d'organisation au niveau du pays. Hein, c'est pas 16 petites régions, chacun dans son coin. Et puis, il y a le Parlement qui joue un rôle moindre actuellement, mais qui est extrêmement important dans le fonctionnement de la démocratie allemande et qui a un rôle de caisse de résonance et qui participe au débat également. Sur le plan du conseil scientifique, chaque Länder a créé un peu son conseil scientifique, mais au niveau national, tout est centralisé par un institut qui est l'Institut Robert Koch, qui est spécialisé en virologie et en épidémiologie, et qui joue un peu le rôle de conseil scientifique. Et jusqu'à maintenant, le rythme, c'est que tous les 15 jours, il y aura une réunion entre le gouvernement fédéral et les présidents des Länder. Donc la prochaine se tiendra le 6 mai pour décider du rythme du déconfinement. Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on va moins vite? Et la tendance qui prévaut au sein du gouvernement allemand, c'est celle qui est actuellement fixée par Merkel, c'est-à-dire on regarde beaucoup l'évolution de l'épidémie. Cécile, qu'est-ce qu'il en est en Italie? Je retrouve un petit peu dans les explications de Thomas une similitude avec l'Italie qui est celle d'avancer pas à pas pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de déconfinement. Le gouvernement appuie pas mal de ses décisions sur les rapports et les conclusions rendues par le comité technique scientifique et je pense en particulier à une décision qui est extrêmement controversée qui est celle de la réouverture des écoles. En Italie, elle n'aura pas lieu avant le mois de septembre, ce qui est une singularité dans le paysage européen.
C'est évidemment extrêmement compliqué pour les parents qui doivent retourner au travail, qui n'ont pas de solution de garde pour les enfants. Et donc, évidemment, ça a été beaucoup discuté. Pourquoi le gouvernement a décidé de ne pas rouvrir les écoles? C'est parce qu'il a suivi une des recommandations principales du comité technique scientifique qui craignait que si on rouvrait les écoles de manière généralisée, en 1 à 2 semaines, on pourrait de nouveau avoir un énorme pic de contagion. Pas seulement pour la présence des enfants en classe, mais pour toutes les personnes qui s'agrègent autour de la vie des écoles, donc les enseignants, les parents, les professeurs, le personnel qui y travaille. Donc ça a été une des preuves les plus emblématiques pour expliquer à quel point le gouvernement suit les recommandations du comité technique scientifique. Puis la deuxième chose, c'est pour le travail et la réouverture des activités économiques, puisqu'effectivement, là encore, c'est ce comité technique scientifique qui a dit qu'il valait mieux tabler sur une première réouverture d'environ 50% des activités, de laisser 14 jours, de voir en 14 jours quelle incidence ça peut avoir sur les contagions, est-ce qu'elles remontent, est-ce qu'elles se stabilisent, est-ce qu'elles descendent, et en fonction de ces résultats, adopter à partir du 18 mai de nouvelles dispositions. En quelques mots, parce qu'on s'achemine vers la fin du plateau, Laura, pour le cas en Espagne. En Espagne, le gouvernement suit également beaucoup, suit de près les recommandations d'un comité scientifique. Il y a eu une micro-polémique au tout début lorsque les activités non essentielles ont été réouvertes, réautorisées, parce que une des personnes du comité, un des docteurs qui est régulièrement interviewé, qui est le docteur Tria, Antoni Tria, qui est un Catalan, avait laissé paraître dans une interview que lui n'était pas pour cette réouverture, mais ça a été très très vite éclipsé radouci par les propres déclarations de Tria qui lui revendique que le comité soit consultatif. Donc il n'y a pas eu, on va dire, d'écueil suite à ça, et depuis il y a une véritable synergie, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'un point de vue du timing, il n'y a pas eu comme en Italie ou en Espagne, en Allemagne de notion de décélération, ou rien de très concret n'est encore sorti, si ce n'est qu'on sait que ce sera éventuellement en palier également, et que le gouvernement Sanchez, lui, évoque essentiellement un retour vers une nouvelle normalité. Donc on imagine bien qu'il va y avoir des règles différentes, que ce ne sera pas un retour à la normale, mais avec de nouvelles étapes qui probablement seront en palier également. Très bien, écoutez, je vous remercie tous les trois. On va observer dans chaque pays et en France à quoi va ressembler cette nouvelle normalité qui va être la nôtre. Merci encore, prenez soin de vous, à très vite. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis on vous donne rendez-vous maintenant avec les confinautes Usul et Cotentin. Tu m'entends ? Ouais, je regardais des articles sur Kim Jong-un. C'est impossible de savoir s'il est mort ou pas. En tout cas, le régime dit qu'il est en bonne santé. Mais ça sert à rien ça, parce que s'il est mort, au bout d'un moment, on va le savoir quand même. Ouais, mais c'est pour sauver les apparences, c'est le grand leader, il peut pas mourir comme ça. Regarde, nous on a bien fait pareil avec Giscard. Depuis 96, c'est un animatronique. Ouais, mais le dis pas ! Il incarne le projet européen. Alors, ici on joue à un petit jeu de temps en temps, vous faites peut-être déjà ça chez vous. On lance une vidéo de Norman et on essaie de ne pas rire. Ouais, souvent c'est facile. Quand t'es en couple, au début de la relation, c'est toujours très gênant d'aller aux toilettes alors qu'il y a ta copine. Parce que ça casse le côté romantique. Là où c'est marrant, c'est que des fois tu rigoles quand même un peu. Ouais, et là c'est la honte, du coup c'est ça le jeu. Alors certains disent que le confinement permet de se recentrer sur soi-même. Alors ça c'est bien si à la base t'es une belle personne. Parce que si à la base t'es un gros connard, c'est pas ouf. Le nazisme. C'est dingue parce que la France... Non, si, c'est marrant. Sauf que depuis le confinement, Norman il a un peu de temps devant lui, donc du coup il en est à sa 3e vidéo sur le sujet. La dernière elle traite fatalement du déconfinement. Le déconfinement.
Bon, c'est vrai que d'habitude, on a l'impression que Norman, il prend un sujet et il garde toutes les premières blagues qui lui viennent en tête, il fait pas de tri. Alors l'enseigne Decathlon a gracieusement offert ses stocks de masques de plongée en fait aux pros de la santé. Alors petit bilan santé, c'est pas mal. Ouais, mais il y a des accessoires rigolos. Ouais, mais là, je trouve que depuis le confinement, il a changé, Norman. Comment ils vont là? Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Faux! On dirait presque qu'il s'est radicalisé sur Internet. Et dans la toute dernière vidéo, il parle de la situation d'autres pays, et même mieux, il évoque de manière critique les incohérences, les mensonges et les contradictions du gouvernement. Donc au lieu de nous dire on n'a plus de masques, il nous dit faut pas importer. Forcément, c'est plus simple. Alors ok, mais c'est notre boulot ça normalement. Ouais, est-ce que nous, on fait des trucs sur les fruits de mer ou les capsules Nespresso? Après on peut le faire. Est-ce que vous buvez du café? Tout le monde boit du café. Eh mais on n'est pas trop énervé quand on boit du café? Moi j'ai bu 3 cafés. Non, je suis pas énervé, je suis très détendu, je suis pas énervé, non. Moi j'ai pensé à une alternative au café pour m'énerver le matin. Et j'écoute des discours de Sibeth Ndiaye. Moi je sais pas utiliser un masque. Ok, là c'est bon, là je suis bien réveillé, je suis bien énervé. Non mais là tu vois, tu parles de politique. Le but c'était de pas parler de politique, de parler des petits trucs anodins, des petites choses de la vie courante qui nous sont toutes arrivées, enfin tu vois. Ouais, ok. Pars sur le café mais reste sur le café. Est-ce que vous connaissez les capsules Nespresso? What else? C'est quand même bien pratique, mais j'ai l'impression que les gens qui ont une Nespresso, c'est des bons. C'est quand même bien pratique, mais j'ai l'impression que les gens qui ont une Nespresso, ils se la pètent un petit peu trop. Oui, moi j'ai une machine Nespresso, je me la pète. En plus d'accord, les machines sont pas chères, mais après vous êtes obligé d'acheter les capsules, et là ça coûte une blinde. Alors oui, j'ai hypothéqué ma maison, mais le café est très bon. Et non seulement ça coûte une blinde, mais en plus ça produit masse de déchets. Tenez, c'est une nouvelle illustration de la surconsommation. Et je parle pas des conditions de travail des agriculteurs qui produisent le café. Par exemple, vous pouvez prendre une... Stop. Tu m'entends? Ouais. Non, on laisse tomber. Non, mais je pense que tout le monde est énervé en ce moment en fait. Bah nous, on est énervé toute l'année. Mais là, ils ont réussi à énerver Norman Tavo, le gars de la vidéo sur les toilettes, quoi. Ouais, bah le gouvernement est foutu, quoi. Ah bah si Enjoy Phoenix et Thibaut InShape se retournent, moi j'appelle ça le grand soir. Dans certains territoires perdus de la République, on n'en a plus rien à branler et on fait déjà des petits bals populaires en toute décontraction. Oui, mais heureusement, la police veille, mais attention, les images sont violentes. Ça se passe dans le 18e gentrifié, il y a un gars qui passait de la musique dans la rue, puis les gens ont commencé à danser, d'ailleurs sur une chanson qui s'appelle « Laissez-moi danser ». Oui, c'est complètement lunaire, hein. Là-dessus t'as les flics qui arrivent et qui demandent au gars de couper sa musique, les gens sont déçus, mais chacun repart de son côté et la vie reprend son cours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les flics ils traitent vraiment tout le monde pareil, hein. Peu importe le quartier, peu importe la couleur de peau des gens... Faux! Vous êtes déjà 27 000 abonnés à la chaîne OLG Bonus, c'est complètement dingue. N'hésitez pas à partager la vidéo, lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, activer la cloche, syndiquez-vous. Je vous fais des bisous. Allez, ciao! Allez, dis au revoir le chat. Ah. J'en fais plusieurs parce que c'est le chat il bug. Hein. Merci Usul et Cotentin. Fabien, on se retrouve jeudi. Ça marche, à jeudi. À jeudi, écrivez-nous à alerlibre@mediapart.fr n'hésitez pas à partager l'émission car elle est en accès libre. Mais pour le reste de nos enquêtes et reportages, eh bien n'hésitez pas à vous abonner car notre existence et notre indépendance en dépendent. Demain, vous retrouvez Mathieu Magnodex et Rachida El Azouzi. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée.